Alors je pense que le fait communication est bien plus intégré aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Pour autant, les armées se sont toujours adaptées. Je pense que c'est une grande force des armées que de se remettre en question véritablement quotidiennement, de capitaliser sur ce retour d'expérience. C'est vrai pour les fonctions opérationnelles comme pour la fonction communication. Et cette remise en question perpétuelle nous a permis d'adopter des principes, d'adopter des schémas qui sont parfaitement adaptés à l'environnement, d'une part numérique, à l'environnement informationnel dans lequel on se trouve. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le porte-parole de l'état-major des armées pour faire un tour d'horizon des opérations en cours, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du territoire. Avec lui, nous allons également aborder les questions de communication au sein des forces armées et des relations entre journalistes et militaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée à Défense Zone afin de ne pas rater les prochains épisodes et pour écouter les précédents entretiens. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes avec le colonel Barbry à Paris, dans les locaux de Ballard au ministère des Armées. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors bonjour monsieur, je suis le colonel Frédéric Barbry et je suis le porte-parole de l'état-major des armées. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, de comment vous en êtes arrivé ici à ce poste ? Alors j'ai un parcours relativement, j'allais dire, simple et classique. Après un baccalauréat scientifique, une classe préparatoire littéraire, j'ai intégré l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. J'ai pris l'aviation légère de l'armée de terre et après 2 années de formation, j'ai intégré le 5e régiment d'hélicoptères de combat. À la suite, j'ai déroulé une carrière relativement classique, standard, qui a alterné les postes à la fois opérationnels et des postes plus conceptuels. Donc j'ai pu commander une unité élémentaire, un régiment, en alternant avec des différentes affectations qui traitaient à la fois de conduite du changement, de ressources humaines, de renseignement. Et puis à l'issue d'une dernière scolarité, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir intégrer cette affectation, à savoir donc le chef de la cellule communication de l'état-major des armées, et qui inclut la fonction de porte-parole. D'accord. C'est quoi vos missions concrètement ? C'est quoi la mission de porte-parole ? Alors aujourd'hui, la mission du porte-parole de l'état-major des armées, elle est bien bordée. On est dans un couloir de nage bien particulier qui est celui du domaine des opérations. Je ne suis ni en concurrence avec les porte-paroles organiques des différentes armées, ni encore avec le porte-parole du ministère des Armées. Je m'occupe spécifiquement des opérations extérieures et des opérations intérieures. D'accord. Faire de la communication dans l'armée, à ce niveau-là, c'est une tâche qui est complexe, j'imagine ? Alors ce n'est pas une tâche qui est complexe puisque la communication opérationnelle ou la communication publique, elle a une vocation à rayonner, à faire comprendre, à être pédagogique vis-à-vis de nos cibles, ce qu'on qualifie de nos cibles. En fait, c'est quoi ? C'est l'opinion publique, ce sont les médias, et il s'agit auprès d'eux de délivrer la bonne et juste parole, et toujours en vérité, sur ce qui est des opérations, que ce soit des opérations sur le territoire national ou des opérations, encore une fois, extérieures. Comment vous êtes formé pour faire ça ? Alors la formation, j'allais dire, elle s'acquiert d'une part avec l'expérience. Depuis tout petit, depuis les écoles de formation justement, nous sommes sensibilisés, nous sommes instruits sur le fait communication. Et puis avec 30 années d'expérience, comme c'est mon cas, nous avons un recul opérationnel qui nous donne cette légitimité justement pour pouvoir parler, je pense, avec cohérence et avec vérité de cette fonction opérationnelle, de ces hommes et de ces femmes qui sont déployés au quotidien, que ce soit dans les rues de Paris ou plus loin dans le monde. Avec le recul, justement, en 30 ans, est-ce que vous voyez une amélioration peut-être de la communication, des techniques de communication ou de la formation à la communication des militaires ? Alors je pense que le fait communication est bien plus intégré aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Pour autant, les armées se sont toujours adaptées. Je pense que c'est une grande force des armées que de se remettre en question véritablement quotidiennement, de capitaliser sur ce retour d'expérience. C'est vrai pour les fonctions opérationnelles comme pour la fonction
communication. Et cette remise en question perpétuelle nous a permis d'adopter des principes, d'adopter des schémas qui sont parfaitement adaptés à l'environnement, d'une part numérique, à l'environnement informationnel dans lequel on se trouve. Et justement, cet environnement, il est en pleine mutation constante à l'heure des réseaux sociaux, des nouveaux réseaux sociaux, des chaînes d'infos en continu. J'imagine que ça ne va pas être simple d'arriver à tout gérer, peut-être avec les mêmes moyens que vous aviez précédemment. Il n'y avait pas tous ces médias-là. Comment on fait justement pour s'adapter et continuer à communiquer efficacement? Justement, on s'adapte, on réagit à l'environnement et on fait en sorte d'adapter nos outils de communication à la réalité du monde. Aujourd'hui, nous avons par exemple, au sein de la cellule communication de l'état-major des armées, un community manager qui est capable de gérer l'ensemble des réseaux sociaux, l'ensemble de cette nouvelle donne numérique et de faire en sorte de pouvoir diffuser en multicanal et pouvoir donc démultiplier un petit peu notre effort de communication vis-à-vis de la population française, vis-à-vis encore des journalistes. Votre cible, du coup, aujourd'hui, c'est plus que les journalistes, c'est aussi le grand public directement, voire peut-être même ce qu'on appelle les influenceurs aussi? Alors, la cible a toujours été la communauté nationale. L'armée de la République, elle est au service de la nation. Donc il est important, je dirais même qu'il est indispensable qu'on puisse rendre compte de nos opérations, encore une fois les opérations intérieures, mais les opérations extérieures, auprès de nos concitoyens. C'est un devoir en ce qui nous concerne. Et le deuxième devoir, c'est un devoir de vérité et de pouvoir véritablement expliquer avec pédagogie ce que nous effectuons sur le terrain, avec toujours comme règle de base de ne pas engager la sécurité des opérations. Pourquoi ne pas engager la sécurité des opérations? C'est pour ne pas engager ou pour risquer la vie des soldats qui sont déployés. Ça aussi, c'est quelque chose de complexe au moment où, dans un univers où on est dans la rapidité, dans l'immédiateté de l'information, avec les chaînes d'infos continues, Internet, etc. On le voit pendant les prises d'otages, par exemple, les attentats à Paris, ce genre de choses. Comment vous l'appréhendez, vous gérez ça justement? Au moment où il y a eu, je sais pas, un attentat ou une action, une opération qui est devenue publique, parce qu'il y a eu peut-être des décès dans l'opération, comment vous réagissez à ce moment-là? Alors la communication opérationnelle est par essence une communication très réactive, puisque la communication opérationnelle, elle rentre pleinement dans le champ des opérations. Donc elle se doit d'être particulièrement adaptée, réactive et s'inscrire dans le tempo. Pour autant, il ne faut pas céder à la tyrannie de l'instantanéité. Il faut faire attention, encore une fois, pour ces motifs impérieux de vérité, de pouvoir consolider les informations qu'on donne à la population française ou aux journalistes. Donc il est hors de question, pour des raisons d'instantanéité, pour vouloir travailler en temps réel ou pour vouloir suivre le mouvement, de s'asseoir sur cet impératif qui est véritablement fondamental de consolidation. Avant de faire cet entretien, j'ai fait quelques recherches sur vous et vos différents passages télé. Il y a des questions qui reviennent souvent parce que vous intervenez malheureusement souvent quand il y a aussi des décès sur les opérations, des morts en opération. Et il y a une question qui revient des journalistes souvent qui est de dire est-ce qu'on continue, est-ce que ça vaut le coup de continuer, comment on fait pour gérer une opération à l'autre bout du monde quand on voit qu'il y a des Français qui tombent comme ça. Comment on gère voilà, ce côté, cette émotion du moment, parce que forcément ça va être le fond de commerce de tous les médias, ce qui est logique finalement, parce que c'est ce qui intéresse aussi les gens. Comment vous l'appréhendez? Alors d'une part, il faut bien comprendre, appréhender que chaque mort en opération est vécue par tous les chefs que nous sommes comme une véritable peine, une douleur immense. Perdre au combat un de ses camarades, c'est jamais anodin. C'est la raison pour laquelle on y attache énormément d'importance. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons intrinsèquement, c'est dans l'ADN des militaires, d'avoir ce qu'on appelle le culte de la mission, qui doit un petit peu transcender la phase d'émotion telle que vous la décrivez. Donc aujourd'hui, bien évidemment, quand il s'agit pour nous, pour moi en l'occurrence, d'annoncer un décès,
toujours avec une grande peine, avec une profonde émotion, mais également avec un très grand respect pour les familles, pour les proches et pour tous les camarades de ceux qui sont tombés, de ceux qui sont morts pour la France, de ceux qui sont morts au combat, de ceux qui sont morts sur les théâtres d'opération. Pour autant, encore une fois, il faut bien dissocier la phase d'émotion, qui peut être celle générée justement par les chaînes de flux continu, et puis les impératifs de continuité de la mission, qui font donc partie intrinsèquement, encore une fois, de notre ADN. La communication est au centre aussi de la diplomatie internationale et des conflits. Est-ce que ça fait partie d'une stratégie? Est-ce qu'il y a une stratégie aussi qui dépasse le cadre de l'information du grand public? Est-ce que la communication elle est opérationnelle aussi pour vous par rapport aux autres armées, par rapport aux forces ennemies aussi? Alors il y a plusieurs modules, il y a plusieurs éléments dans votre question. Alors il faut savoir que nous avons la chance, nous, Français, d'avoir une armée opérationnelle, une armée d'emploi. Je rappelle à ce titre que quotidiennement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a environ 30 000 militaires qui sont déployés, qui sont en posture opérationnelle et qui sont prêts à répondre à tout type de menaces ou qui sont engagés, que ce soit sur le territoire national ou en opération extérieure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et vous le constatez avec moi, dès lors que nous sommes en opération extérieure, on agit de moins en moins seul. Si on prend un théâtre relativement emblématique comme Barkhane, nous sommes en coopération, en coordination avec des acteurs étrangers, que ce soit la MINUSMA, la mission intérimaire des Nations Unies donc pour le Mali, mais aussi l'EUTM, donc European Union Training Mission, donc qui forme nos camarades et partenaires maliens. Et puis, plus récemment, nous sommes en collaboration également avec la Task Force Takuba, qui regroupe aujourd'hui principalement nos camarades et alliés donc estoniens, tchèques et suédois. La communication, elle doit donc s'inscrire dans ce nouveau périmètre, dans ce nouvel environnement international. Et donc, elle doit être coordonnée. Et je vous remercie de me poser la question, puisque c'est effectivement quelque chose que nous avons à cœur, à savoir de pouvoir coordonner cette parole publique, cette communication opérationnelle, avec nos différents alliés, avec les différents partenaires, pour pouvoir parler d'une voix, si elle n'est pas unique, d'une voix cohérente, pour que le message, justement, encore une fois, ce message de vérité, ce message légitime, ce message soit cohérent et puisse être bien perçu de la même façon, quels que soient les auditoires pour lesquels il est la cible. Vous répétez la question le langage de vérité. C'est compliqué dans le sens où il n'y a pas qu'une seule vérité en fonction de l'objectif politique d'une armée, d'un pays en question. Je suppose que ça doit arriver que dans certaines coalitions, il y a pas des conflits d'intérêts, mais des avis peut-être divergents sur la communication. Je pense par exemple avec l'OTAN, où la communication de l'OTAN n'est pas forcément la même que celle de la France. Comment on gère justement cette complexité qui peut avoir des conséquences au niveau diplomatique? Alors cette complexité pour certains est une facilité en ce qui me concerne, puisque les choses étant bien faites, la communication de l'OTAN, la communication de l'ONU, elle est réalisée par un porte-parole, qui est un de mes camarades, un de mes confrères, qui ressort de l'autorité de cette organisation, que ce soit une organisation otanienne ou une organisation onusienne. En ce qui me concerne, pour le porte-parole de l'état-major des armées que je suis, moi je communique, je fais de la communication opérationnelle, de la communication publique sur les opérations sur lesquelles le chef d'état-major des armées est le contrôleur opérationnel et le chef opérationnel, c'est-à-dire celui qui est en charge de la conduite des opérations sur le terrain. Et donc les conflits que vous pouvez évoquer, ils ressortent, j'allais dire, du domaine politique. En ce qui me concerne, moi j'effectue une communication qui est très factuelle et qui se fonde sur des faits patents, consolidés, vérifiables. D'accord. Il n'y a pas une orientation politique, puisque l'armée est au service quand même du gouvernement, du président de la République.
Il n'y a pas cet objectif de... la communication n'est pas une arme pour être dans un sens diplomatique ou dans un autre? Je pense qu'il y a la réponse à votre question dans la question que vous me posez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous évoquez le terme politique, c'est au niveau politique qu'il faut poser la question en matière de communication. Encore une fois, le porte-parole de l'état-major des armées, lui, il s'attache à délivrer un message de communication opérationnelle qui rentre dans le domaine des opérations. En revanche, ce qui ressort de la communication politique relève du politique. Est-ce qu'on peut faire un rapide état des lieux de justement, vous avez parlé de Barkhane, je vous ai amené sur le terrain de l'OTAN. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le tableau des opérations en cours, là où la France est engagée actuellement? Oui, alors aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai indiqué, nous avons en posture opérationnelle permanente environ 30 000 militaires, H24, 7 jours sur 7. Les principales opérations, elles sont bien connues. Pour la plus emblématique d'entre elles, il s'agit de l'opération Barkhane. Nous avons actuellement 5100 personnels qui sont actuellement donc en BSS, en bande sahélo-saharienne, pour combattre un ennemi qui est clairement identifié, qui a été indiqué par le président de la République. Il s'agit de combattre l'État islamique au Grand Sahara dans la région dite des Trois Frontières. Voilà, c'est une opération donc, qui dure, qui a pris l'opération Barkhane, qui a pris la succession de l'opération Serval, qui est maintenant en place, qui est dans sa 8e année, et qui a montré là tout dernièrement des succès tactiques absolument significatifs, puisque nous avons réussi, les forces armées ont réussi sur zone, dans la région des Trois Frontières, à pouvoir amoindrir donc les capacités de nuisance des groupes armés terroristes dans la zone des Trois Frontières, en leur déniant le libre accès à des zones, en leur empêchant de sanctuariser ces mêmes secteurs, en refusant qu'ils puissent installer des plots logistiques, en coupant leur communication, et puis en faisant en sorte de les perturber, notamment dans le recrutement. Donc tout ça, ce sont des éléments extrêmement positifs qu'il faut mettre en parallèle avec la montée en puissance et la montée en gamme des forces partenaires, de nos camarades donc des pays du G5 Sahel, qui sont véritablement en train d'atteindre un niveau qui leur permet de pouvoir prendre en compte désormais cette menace à leur niveau. C'est intéressant parce que ce qui importe, et c'est l'état final recherché, c'est de pouvoir retrouver pour l'État malien en l'occurrence, une pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire. Un des facteurs, des éléments du succès étant le retour du juge, le retour de l'administration, la réouverture des écoles notamment. Alors ça, c'est la première opération. La deuxième opération en termes de volume, c'est l'opération Daman au Liban. C'est une opération qui dure depuis 1978, qui concerne en ce qui ressort donc des forces armées françaises environ 700 militaires qui arment la FCR, la force de réaction, qui est capable justement de faire appliquer les différentes résolutions de l'Organisation des Nations Unies telles qu'elles ont été définies depuis quelques années. Alors c'est une opération qui n'est pas une opération de second plan, c'est une opération majeure qui est conduite avec notamment nos camarades européens sur zone pour faire en sorte donc de souscrire et de répondre donc, aux décisions, aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, en termes d'importance au niveau du volume, nous avons l'opération Chamal, qui est le volet français de l'opération Inherent Resolve, et qui consiste donc à combattre Daesh, l'État islamique, sur zone. Aujourd'hui, après donc, une adaptation du dispositif, nous avons conservé un volet
principalement à base de moyens aériens. Nous sommes le deuxième contributeur en matière de frappe et de renseignement aérien pour l'opération Inherent Resolve, puisque compte tenu du contexte, compte tenu de la crise de Covid, compte tenu également des résultats obtenus dans la montée en gamme et la montée en puissance de nos camarades irakiens, les volets partenariat, notamment artillerie, ou les volets formation avec les task force Mont-Saber, ont été suspendus pour le moment, et nous nous concentrons avec un effort aérien. Voilà, là ce sont les 3 opérations majeures à l'extérieur du territoire national, auxquelles il faut ajouter toutes les opérations qui se déroulent actuellement sous l'égide soit de l'OTAN, soit de l'ONU, soit de l'Union européenne, et ce qui accroît la facture en effectif d'environ 1 millier d'hommes supplémentaires. Voilà pour ce qui concerne la partie des opérations extérieures, j'allais dire du niveau terrestre, mais bien évidemment sur les mers, nous avons un volet important, puisque nous avons par exemple aujourd'hui et actuellement 2 missions emblématiques en cours, avec la mission Clemenceau 21. Clemenceau 21, c'est quoi? C'est la mission avec le navire emblématique Charles de Gaulle, le groupe aéronaval, et donc toute son escorte, qui est partie pour une mission de plusieurs mois, pour d'une part participer à quelques opérations. Ils seront en appui de l'opération Chamal dans quelques semaines. Ça, c'est un premier volet. Et puis un deuxième volet, une opération qui est également assez emblématique, c'est la campagne dite Jeanne d'Arc, qui est la campagne du groupe embarqué pour les officiers de marine, qui se déroule annuellement et qui, elle aussi, est partie il y a quelques semaines de son port d'attache pour participer à la formation des futurs officiers de la Marine nationale. Mais outre ces 2 détachements et déploiements emblématiques, la Marine nationale assure une permanence à la mer d'environ 30 bâtiments qui couvrent toutes les eaux du globe, pour assurer à la fois la protection de nos espaces maritimes, mais aussi, et nous sommes très attachés, à la liberté de navigation. Également avec une mission des polices des pêches aussi, notamment en Guyane. Alors, là vous abordez un volet qui est particulier, puisque dans le dispositif français tel qu'il a été construit, envisagé, nous avons ce qu'on appelle les forces prépositionnées. Les forces prépositionnées, c'est quoi? C'est 2 gros paquets. Un paquet force de souveraineté et un paquet force de présence. Donc, en ce qui concerne les forces de souveraineté, il y a 5 forces de souveraineté. Elles ont des missions tout à fait particulières. Ce sont des forces militaires interarmées stationnées dans les départements et collectivités français d'outre-mer. Et à ce titre, leur cœur de mission est centré sur les domaines régaliens, et elles sont placées sous le commandement d'un officier général qui représente le CEMA dans sa zone de responsabilité permanente. Forces de souveraineté et forces de présence, donc elles sont implantées en Afrique et au Moyen-Orient, et elles constituent un maillage opérationnel engagé dans la prévention et le maintien de la stabilité régionale. Elles sont placées sous le commandement d'un officier supérieur qui représente le CEMA dans sa zone de responsabilité permanente. Ces forces de souveraineté et forces de présence, elles constituent un maillon essentiel dans l'écosystème militaire de la France, puisque je vous l'ai dit en début d'entretien, nous avons un modèle très opérationnel, un modèle complet qui nous permet de pouvoir intervenir, donc soit de façon autonome, soit en coalition, mais nous pouvons nous appuyer sur à la fois les forces de présence ou les forces de souveraineté pour avoir des relais logistiques, des bases d'appui à partir desquelles on peut rayonner partout dans le monde. À ce niveau-là, où est-ce qu'on place la partie dissuasion nucléaire? Le fait d'être comme ça un peu partout dans le monde, ça permet justement de localiser, enfin de placer cette dissuasion? La dissuasion nucléaire, c'est véritablement un domaine réservé de la présidence de la République et sur laquelle le porte-parole de l'état-major des armées ne communique pas.
Ce qu'il faut juste savoir, c'est que nous avons effectivement la chance et le privilège de pouvoir détenir l'arme nucléaire de façon permanente, avec à la fois un vecteur aéroporté et une composante donc océanique stratégique. Voilà. Et je n'en dirai pas plus. D'accord. C'est quoi l'impact de la crise Covid sur les opérations depuis 1 an maintenant? Je vais dire grâce à la fois au commandement, mais aussi au service de santé des armées, il n'y a pas eu d'impact opérationnel concernant le Covid sur l'activité des forces armées françaises. Alors c'est important de le signaler. Il n'y a pas eu de restrictions, il n'y a pas eu de retrait temporaire de capacité sur les théâtres majeurs, que ce soit en opération extérieure ou en opération intérieure. C'est dû principalement à plusieurs facteurs. Je vous l'ai dit, d'une part le commandement, par l'application des gestes barrières, par l'application de tout ce qui est instruit par le ministère des Solidarités et de la Santé. C'est aussi le bénéfice de l'appui de la chaîne santé. Nous avons la chance d'avoir un service de santé des armées qui est parfaitement intégré et efficace, qui nous a conseillé d'un point de vue épidémiologique et qui a permis de contraindre, de restreindre, de canaliser les effets ou dommages collatéraux du Covid sur l'activité opérationnelle. Alors c'est quelque chose qui bien évidemment n'est jamais gagné. Il y a toujours ponctuellement, résiduellement des cas qui se déclarent, ça et là. Pour autant et pour le moment, ils sont maîtrisés. Il n'y a pas d'implication sur la gestion, la logistique des opérations. Comment ça se passe quand, par exemple, il y a une relève en cours sur Barkhane ou ailleurs? Est-ce que les gens doivent faire une quarantaine une fois qu'ils arrivent? Est-ce qu'ils se font vacciner d'ailleurs? Ou est-ce qu'ils font juste des tests? Alors aujourd'hui, les protocoles ils sont très stricts parce que vous envisagez bien qu'il serait compliqué. On va prendre un exemple à Barkhane, d'avoir un cluster géant avec des nécessités de devoir, le cas échéant, évacuer massivement des militaires depuis Barkhane vers le sol métropolitain. Et donc toutes les mesures sont prises d'une part en amont sur le théâtre et post-acheminement théâtre pour limiter ce risque. Donc en amont, il y a des quarantaines en fonction des théâtres, elles vont de 7 à 14 jours. Ensuite, il y a obligation de tests PCR. En fonction des théâtres, il peut y avoir de nouveau des systèmes dits de quarantaine à l'arrivée sur les théâtres. Et puis ensuite, sur zone, eh bien, il y a la stricte application des gestes barrières, des gestes sanitaires pour limiter, voire interdire la propagation du virus. Au retour, c'est exactement la même chose. Il serait hors de question d'importer en France, dans le cas des OPEX, le virus. Et donc il y a de nouveau des tests au moment du départ. Et ensuite, il y a un placement en quarantaine, donc généralement des septaines, avant que les militaires puissent de nouveau retrouver leur famille. Donc c'est un système qui est particulièrement robuste, qui a démontré son efficacité depuis presque 12 mois maintenant, et qu'il nous faut poursuivre et que nous améliorons. Alors pour répondre précisément à votre question, les militaires rentrent totalement et intègrent la stratégie vaccinale gouvernementale. Donc à ce titre, ils ne sont pas vaccinés pour partir en OPEX. Alors il y a une exception en ce qui concerne la marine, puisque donc, la mission Clémenceau 21 et la mission Jeanne d'Arc 21 a pu bénéficier, compte tenu des contraintes de promiscuité, des contraintes spécifiques à l'environnement maritime, de vaccination pour les marins qui composent ces missions. Pour le reste, nous sommes des citoyens français et nous sommes soumis aux mêmes règles que nos compatriotes. Et donc, pour faire de façon très, très, très schématique, sauf à avoir plus de 50 ans et des causes de comorbidité, il n'est pas question pour le moment d'être vacciné. Oui, en général, ça n'arrive pas trop dans les compagnies de combat d'avoir ce cadre-là. Alors,
c'est effectivement, vous le dites sur le ton de l'humour, mais vous avez tout à fait raison, parce qu'une des caractéristiques principales des armées françaises, c'est sa jeunesse. À Barkhane, par exemple, la moyenne d'âge est d'environ entre 28 et 29 ans. Nous avons donc une population qui est jeune, qui est sportive, qui est en bonne santé, qui est parfaitement suivie, et encore une fois, avec et grâce au service de santé des armées. Et donc ça limite considérablement les risques en ce qui concerne le Covid et les dommages qu'il pourrait occasionner. En parlant du Covid, justement, l'armée a eu un rôle important à travers la mission Résilience au tout début de la crise. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, la mission Résilience, je vous le rappelle, elle a été lancée le 25 mars dernier par le président de la République et de façon assez emblématique et symbolique devant le module militaire de réanimation de Mulhouse. Donc c'était quelque chose d'important puisque c'était véritablement un acte fondateur qui marquait la solidarité des armées françaises avec nos concitoyens dans ce qui avait été qualifié de guerre contre le Covid. À l'époque, ce MMR, donc module militaire de réanimation, pouvait accueillir jusqu'à 30 patients en situation de réanimation en instantané. Mais c'était qu'un des volets, puisque, outre ce MMR, les armées françaises ont contribué ce qu'on a qualifié de débordement des patients, c'est-à-dire des transferts entre les différentes régions. Nous avons également participé à un volet logistique en acheminant des masques et du gel hydroalcoolique de points de stockage jusqu'à des points de livraison terminaux. Nous avons également contribué en apportant notre expertise dans des établissements hospitaliers. Nous avons apporté des concours en matière de sécurité et de sécurisation, notamment de lieux de stockage particulièrement emblématiques. Et puis nous avons pu donc fournir également un appui médical avec la mise en branle de deux bâtiments porte-hélicoptères amphibies. Vous vous souvenez, un dans les Drom et l'autre entre la Corse et le continent, pour pouvoir là encore favoriser la difficulté et l'engorgement de certaines structures hospitalières. Résilience, donc depuis le 25 mars, ne s'est jamais arrêtée, a toujours continué, alors avec plus ou moins de missions. Nous avons connu un creux il y a quelques mois et aujourd'hui, Résilience, est remontée un petit peu en puissance dans sa logique d'opération, puisque à la fois nous avons participé au convoyage de réfrigérateurs basse température, donc à moins 80 degrés pour les Dromcom, ce que nous avons fait avec l'armée de l'air et de l'espace. Nous avons également contribué à l'acheminement de plusieurs centaines de milliers de doses de vaccins dans les Dromcom également. Nous avons enfin, le week-end du 6 et 7 mars, contribué à l'effort national avec cette opération dite coup de poing ou accélération dans le cadre de la vaccination de nos concitoyens. Ça s'est réalisé dans 4 hôpitaux d'instruction des armées, à Bégin en région parisienne, donc à Robert-Picqué à Bordeaux, à Le Gouest à Metz et à La Genette dans la région lyonnaise. Alors c'est important parce que d'une part, cette opération coup de poing a permis de vacciner, de primo-vacciner environ 1 millier de personnes. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est que ces 4 HIA s'inscrivent dans ce qu'on appelle un territoire santé. Ils sont également à mettre en rapport et en parallèle avec les 4 autres hôpitaux interarmés qui sont constitutifs de l'ensemble des hôpitaux militaires du service de santé des armées et qui n'ont pas attendu le 6 et 7 mars, d'une part pour s'inscrire dans ce territoire santé, d'autre part pour vacciner, puisque dès le mois de janvier dernier, certains hôpitaux militaires avaient déjà été déclarés par l'autorité régionale, par leur autorité régionale de santé comme étant des centres de vaccination. Comment ça se passe au sein de l'armée, au sein de l'institution, en ce qui concerne les pandémies? Est-ce que c'est quelque chose qui était avant la crise du Covid? Est-ce que c'est quelque chose qui était envisagé? Est-ce qu'il y avait déjà des choses qui étaient prêtes au niveau de la protection, les masques, un peu de recherche peut-être,
les protocoles à utiliser en cas de quand ça arrive? Alors là, vous touchez un domaine assez spécifique et sensible sur lequel je ne pourrais pas intégralement répondre. Mais les militaires ont cette particularité et cette force que de planifier énormément de situations. Donc les pandémies sont quelque chose qui ne sont pas méconnues. Il y a des maladies tropicales, il y a des maladies que nous connaissons bien et contre lesquelles on a pu se préparer. Donc effectivement, nous avions des protocoles, effectivement, nous avions des équipements de protection. Il ne faut pas oublier non plus que les armées se préparent depuis de nombreuses années à combattre en ambiance nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Et donc nous avons cette expertise qui nous a certainement permis d'avoir en tout cas cette réactivité nécessaire et suffisante pour faire face au Covid. Maintenant, le Covid, et c'est un truisme de le dire, je pense a bousculé beaucoup de certitudes et il faut le prendre avec beaucoup d'humilité. Est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être redéfinir, rabattre les cartes, vous faire réfléchir en termes de, non pas tant de doctrine, mais de comportement au sein de l'institution? Parce que quand on voit comment ça se passe au sein de l'armée, les gens sont entre eux, c'est une communauté. Le fait qu'on arrive comme ça dans cette situation on parle de gestes barrières, de distanciation sociale, etc. Est-ce que ça repose des questions? Est-ce que ça remet en jeu certaines choses? Alors, j'ai pu évoquer avec vous le fait que dans l'ADN des militaires, il y avait la planification. Ça, c'est un point. Il y a aussi cette culture du rétex, la culture du retour d'expérience. Donc, il est évident que nous allons, bien évidemment, capitaliser sur tout ce que nous avons appris au cours des 12 derniers mois pour faire en sorte de s'améliorer et d'accroître notre résilience. Et ça, c'est fondamental. Ça a déjà été pris en compte, puisque vous le voyez pour la mission donc, Clémenceau 21, le retour d'expérience a été pris en compte. Il y a eu des adaptations structurelles qui ont été réalisées directement dans les bâtiments de la Marine nationale, dès lors que c'était possible. Il y a des procédures qui ont été revues, des process qui ont été remaniés. Et donc tout ça va être capitalisé pour les années, pour les dizaines d'années à venir. Maintenant, est-ce que ça change fondamentalement la donne? Je ne pense pas. J'espère, et nous espérons tous, que cette situation prendra fin. Et au-delà de la planification, au-delà du rétex, dans l'ADN, il y a aussi ce facteur de fraternité, de solidarité, qui est intrinsèquement et indissociablement lié à l'état militaire et qui n'a pas été perdu par le Covid. L'esprit de corps, c'est véritablement fondamental pour la constitution d'une entité opérationnelle, que ce soit une entité opérationnelle de la marine, de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'espace. L'esprit de corps guide notre action quotidiennement. C'est quelque chose qui est impérieux, qui est fondamental, puisque c'est ce qui constitue véritablement notre valeur opérationnelle. Sans esprit de corps, sans esprit de camaraderie, sans soutien mutuel, il n'y aurait pas ce niveau d'excellence des armées françaises. Il y a une situation, sur le sol français qui dure, c'est la lutte contre le terrorisme et notamment l'opération Sentinelle. Comment ça se passe à ce niveau? Parce que là, on n'est pas dans une logique où on espère que ça va se terminer dans quelques mois. Il y a un renforcement des effectifs. Il y a aussi une lassitude de la part des militaires eux-mêmes aussi qui sont en opération Sentinelle, parce que ce n'est pas forcément la mission qui fait le plus rêver quand un jeune s'engage dans l'armée. Comment vous l'appréhendez, et notamment en termes de communication? Alors, je vais me répéter, mais l'armée de la République, elle est au service de la nation. Et donc, un des aspects fondamentaux de la mission des armées consiste bien à protéger nos concitoyens. Et donc, la mission Sentinelle, elle est au cœur de nos préoccupations. Elle est au cœur de notre volonté militaire de résilience, de pouvoir assurer cette sécurité au profit de nos concitoyens. Ça, c'est le premier point. Et je pense que c'est important de le resituer. Le deuxième point, je vais m'inscrire un peu en faux avec ce que vous dites.
puisqu'il n'y a pas, on ne ressent pas de lassitude en ce qui concerne la mission Sentinelle. La plupart des recrues qui sont actuellement donc, dans les différents régiments qui patrouillent dans les villes de France, ils ont été recrutés après 2015, en toute connaissance de cause. Et ils se sont, pour la plupart aussi, engagés pour cet aspect de protection de nos concitoyens, en ayant pleinement conscience qu'ils étaient aussi utiles sur la mission Sentinelle qu'en allant donc effectuer une opération extérieure, que ce soit à Chamal ou à Barkhane. Et moi, je veux louer justement la très grande force de nos militaires qui effectuent avec beaucoup de courage, d'abnégation et de professionnalisme ces missions en appui des forces de sécurité intérieure et au profit donc, de la population française. Alors, l'opération Sentinelle, elle s'inscrit dans le cadre d'un contrat, un contrat dit territoire national 10 000, qui permet d'engager jusqu'à 10 000 militaires sur le territoire national. C'est ce que contractuellement il a été donc, décidé et nous agissons sous forme de réquisition préfectorale suite à un dialogue entre donc, les autorités civiles et les autorités militaires. Et donc nous répondons de la façon la plus juste possible aux besoins qui sont exprimés, à la posture également Vigipirate telle qu'elle est édictée, et ce n'est pas par nous. C'est-à-dire que l'opération Sentinelle, elle ressort directement donc, des plans Vigipirate qui sont du ressort du SGDSN, donc le secrétaire général de la Défense pour la Sécurité nationale. Voilà. Et nous nous inscrivons pleinement en appui dans cette mission. On a fait un bon tour d'horizon de toutes les missions actuelles. Pour revenir peut-être sur la question de la communication, parce que c'est votre cœur de métier, il y a une thématique qui revient souvent au sein de l'armée et au sein aussi des journalistes qui sont sur le terrain, qui est cette méfiance qu'il peut y avoir parfois entre les journalistes et les militaires. Est-ce que c'est quelque chose qui évolue? Est-ce que vous remarquez, vous, une certaine amélioration à ce niveau-là, ou est-ce qu'il y a encore cette méfiance Je ne dirais pas qu'il y a une méfiance. Je dirais juste qu'il y a une précaution. Nos camarades militaires engagés qui répondent à des journalistes sont, comme je le suis, soucieux de la préservation de la sécurité des opérations. Pourquoi ? Uniquement pour la préservation du capital vie de leurs camarades qui sont engagés. Il ne faut pas oublier non plus que les jeunes militaires qui sont engagés sont nés, j'allais dire, des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui pour eux est totalement natif. Donc croire qu'une fois qu'ils ont quitté leur milieu, j'allais dire leur biotope initial et qu'ils sont rentrés dans l'armée, dès lors ils ont perdu tout contact avec la réalité, tout contact avec les réseaux sociaux et tous les réflexes acquis, pour moi ce serait complètement faux de le penser. Donc nos militaires, ils sont pleinement conscients du fait médiatique. Ils sont pleinement conscients de la nécessité, encore une fois, de pouvoir communiquer, de pouvoir décrire de façon très pédagogique, factuelle, ce qu'ils font, et ils en sont très fiers. Maintenant, ils prennent en compte ces dimensions particulières que recouvre la sécurité des opérations. Il s'agit, quelle que soit l'opération considérée, de ne pas donner d'avantage à notre adversaire, à nos compétiteurs. Il y a une question d'image aussi, une question de communication. La communication est liée à la préservation d'une image aussi de l'institution et des unités. C'est pour ça que dans les régiments, il y a des officiers de communication. C'est quoi leur mission à ces officiers, justement ? Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas voir, en l'occurrence, l'officier de communication d'un régiment, d'une entité, d'un port, d'une base, comme étant un élément normatif, formateur, castrateur. Pas du tout. L'officier de communication, c'est juste l'homme orchestre qui va pouvoir être le hub sur lequel vont venir se brancher les différents canaux médiatiques, et c'est lui qui va pouvoir répartir, proposer
éventuellement différentes interviews, proposer des différents reportages pour valoriser, pour faire rayonner justement l'action des militaires. Encore une fois, hormis la sécurité des opérations, les militaires n'ont rien à cacher. Et ils sont les premiers contents à pouvoir faire valoir auprès de leur famille, auprès de leurs amis, auprès de leurs proches, auprès de leurs concitoyens, toute l'étendue des savoir-faire, de leur expertise. Et donc à cet égard, l'officier de communication, c'est un facilitateur. Et il n'est pas à voir comme un élément perturbateur. Il y a une autre composante aussi, c'est tous les reportages qu'on voit à la télé, en général, sont des reportages qui sont, en tout cas dans les zones comme Barkhane, les zones un peu dangereuses, sont faits de façon, on appelle ça embedded, c'est-à-dire on est intégré dans une unité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne pour les gens qui ne savent pas et qui pourraient se demander comment ça se passe du coup de travailler quand on est journaliste avec un communicant de l'armée ou avec l'institution en elle-même? Alors travailler avec l'institution ou un communicant militaire se passe bien, et je tiens à rassurer vos auditeurs. Il faut bien prendre en compte qu'encore une fois, dans ce souci de transparence, dans ce souci de volonté pédagogique vis-à-vis de nos concitoyens, il est hors de question de refuser les zones d'opération aux journalistes. Là, c'est le premier point. Donc, pour pouvoir réaliser donc, cet embed, cette immersion avec les forces, les journalistes prennent contact en amont, nous décidons avec eux du sujet, du portage tel qu'ils le souhaitent, et puis on le met en forme, on le formalise, et puis après donc un déplacement et un accueil par un officier presse qui va pouvoir les guider et servir d'interface. Ils sont immergés véritablement au sein d'une unité qui les accueille et qui leur permet et qui leur confère une bulle de sécurité qui va leur permettre justement de pouvoir filmer toutes les actions qui sont effectuées par l'unité considérée. Alors c'est important parce que ça veut dire d'une part que ça reste tout de même une charge pour l'unité accueillante, puisque c'est autant de personnel qui sont dévolus donc à la protection de nos camarades journalistes, mais c'est un impératif pour nous, encore une fois, que de pouvoir offrir ce genre d'immersion pour que, in fine, et en bout de chaîne, nos concitoyens, le public, puissent avoir une image très, très claire, indépendante, d'où j'y tenons, de ce qui est réalisé sur le terrain. Est-ce que vous avez remarqué une augmentation, ou plutôt une amélioration de l'image perçue de l'armée dans les médias au sens large ou de l'audience de ces médias? Parce qu'on voit de plus en plus de reportages comme ça embedded sur le terrain. Alors depuis plusieurs années, il y a des indicateurs qui sont communiqués et que vous retrouvez sur Internet sur la très bonne image des armées auprès de l'opinion publique française. Nous sommes généralement la deuxième ou troisième institution la plus appréciée des Français derrière le personnel soignant et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc cette image, elle est bonne. Elle est bonne et j'allais dire, elle est réelle. Elle est le témoin effectivement de la bénévolence, du professionnalisme et de l'engagement jusqu'au sacrifice ultime de nos camarades sur les théâtres d'opération. Donc maintenant, moi je n'ai pas à juger de la façon dont sont relatés les différents sujets, les différentes thématiques militaires abordées par les journalistes. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a une appétence du public français pour les sujets militaires. Il y a une volonté, et c'est demandé par nos concitoyens, d'avoir plus d'informations encore sur les opérations extérieures, notamment. Maintenant, sur la tonalité, je me garderai bien de répondre à cette question. On le voit dans les stats, quand on voit les parts d'audience de certaines émissions où il y a ce style de reportage, d'immersion, ça marche plutôt bien en général. Merci pour cet échange. Une dernière question que je pose à tous nos invités. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer dans ce métier
alors pas que de militaires, mais plus peut-être de communicants au sein des forces armées qui auraient une appétence pour la communication et les forces armées, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Plonge. Je donnerais un seul conseil, c'est d'y aller sans esprit de recul. Alors d'une part, en qualité de militaire, parce que je pense que c'est l'une des plus belles vocations qui existent. Ça fait 30 ans que j'ai embrassé la carrière des armes, ça fait 30 ans que tous les matins je me réveille pleinement satisfait et épanoui d'avoir connu des situations diverses, variées, opérationnelles, conceptuelles. Donc c'est véritablement un métier et une passion. Un métier et une passion au service de nos concitoyens. Donc c'est quelque chose de véritablement fabuleux et que je n'ai jamais regretté à un seul moment. Donc un, militaire. Et deux, militaires communicants. Oui, qu'est-ce qu'il y a de plus beau métier que de pouvoir faire passer un message pédagogique, un message factuel, un message de vérité, pour mettre en valeur et en relief tous nos camarades qui accomplissent au quotidien des missions dans des environnements très contraints, très rugueux, très difficiles. Moi, je suis émerveillé à chaque visite que j'ai l'occasion de faire sur les théâtres d'opération, de toute la fougue, de toute la jeunesse, de toute l'abnégation, de tout le courage, de toute la volonté qui sont déployés par les plus jeunes de nos camarades, qui démontrent des qualités qui n'ont rien à envier à celles de nos anciens qui ont combattu et également très difficilement au début du siècle. On désespère trop souvent de la jeunesse. Moi, je n'ai qu'à me féliciter et à me ravir de véritablement toute cette énergie débordante d'une jeunesse qui est généreuse, qui est altruiste et qui porte haut les valeurs de la France, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité au-delà de nos frontières. Donc je leur dis merci et je suis fier de pouvoir, à mon modeste niveau, pouvoir essayer de valoriser leur action. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier, disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.